Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gatan et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gatan. Taxi Presse. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio. Taxi Presse de ce mardi, c'est avec Fioclou à Danglenou, le patron du journal L'Enquêteur. Joël Lega, le patron du journal Fraternité. On sera rejoint ensuite en studio par Acha Ibrahim, du journal Temps Nouveau, et Ambroise Okponjo, du journal des Guardians. Nous reviendrons sur l'actualité socio-politique de notre pays avec le dialogue ou le référendum. Les partisans d'Unir étaient dans la rue le week-end dernier. L'opposition est également des positions vraiment tranchées. Quoi choisir aujourd'hui entre le référendum et le dialogue? Nous reviendrons sur le sujet et sur bien d'autres sujets de l'actualité. Avant de retrouver les confrères pour le débat, juste vous donner une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Il y a le quotidien Liberté, le confrère qui est revenu sur le nouveau rapport de l'ITIE Togo et un petit décryptage également proposé par notre confrère. Malgré les richesses du sous-sol, le secteur extractif représente seulement 2,3% des revenus de l'État. Un contraste quand même. Des permis de recherche de l'or, du diamant et du plomb ont été délivrés, ajoute donc notre confrère. Crainte d'intoxication des populations, Benimex Sarl importe des produits interdits. La direction de l'élevage justifie. Et puis ce cri du professeur Rolou du PSR, militant et cadre du parti au pouvoir, indignez-vous. On lira, n'est-ce pas, sa réaction dans le journal. Et puis face donc à la ruée du RPT Unir vers les élections, à quoi servirait encore un dialogue politique? C'est l'interrogation du confrère Liberté. On lira l'article, bien entendu, dans le journal. Vous avez le Médium, qui est aussi dans les kiosques ce matin. Crise politique de plus en plus dure pour l'opposition, écrit le confrère. Économie avec la consommation en glissement annuel, baisse de 1,6% du niveau général des prix en décembre 2017. Légère hausse de 0,01% en un mois. C'est à découvrir dans le journal le Médium. Il y a l'alternative qui est aussi dans les kiosques. L'alternative qui évoque la crise politique et les manifestations de rue. La rue, toujours mobilisée contre Fort Gnassingbé. C'est à lire à la page 3. Et puis une délégation de la coalition qui est à Conakry et à Accra. À Conakry hier, aujourd'hui à Accra. Le confrère revient sur le sujet. Et puis sur cette manifestation un petit peu bizarre à Akara, en marge de celle organisée par UNIR, protestation des pro-Pacha, Akara, réalité ou manipulation, analyse donc le confrère d'Alternative, vous lirez l'article dans le journal. Il y a aussi l'Union pour la patrie qui est dans les kiosques ce matin. L'Union évoque donc les récurrentes plaintes dues aux nuisances des églises bruyantes. Une police des cultes est désormais opérationnelle. Objectif, plancher sur les mesures de coercition en cas de nécessité. On lira l'article dans le journal. Et puis sur les terminaux mobiles et équipements informatiques Kaki Pagne, les exonérations de TVA annulées après un an d'essai. Renseigne notre confrère l'Union pour la patrie. Finalement, ça pèse lourd au niveau des trésors publics, visiblement. L'Indépendant Express, effet placebo de fidélité factice, Fort Gnassingbé malmené par un entourage vicieux, écrit le confrère L'Indépendant Express, le journal qui évoque aussi la marche du 13 janvier dernier, puis celle du 20 janvier prochain. La pression reste constante sur le régime. Vous lirez l'article dans le journal L'Indépendant Express. Et puis l'éveil de la nation, le bi-hebdomadaire qui parle de la coalition de 14 partis qui est donc à Conakry puis à Accra. Qu'est-ce qui fait courir l'opposition togolaise, se demande notre confrère. Le journal qui revient également sur les manifestations publiques et sorties de crise, unir en mode démonstration, preuve qu'elle regroupe la véritable majorité du peuple. L'opposition finalement sans
embourbe ou s'est embourbé, écrit le journal. Le confrère qui donne la parole donc au ministre Ouro Koura Gadazi par rapport donc aux 2 militaires tués à Sokodé. Beaucoup plus sa part de vérité, c'est à découvrir dans le journal. Et puis sortie des Togolais, de la précarité, les jeunes et les femmes au cœur, au centre des préoccupations du chef de l'État en 2018. Le journal Togo Nigban aussi qui est dans les kiosques, fort Nyasingbe, plus fort que ses opposants, c'est une interrogation. Hein. À vos marques, prêt, référendum. On lira l'article dans le journal. Et puis il y a une enquête sur un silence bien assourdissant, insécurité et raquettes bien organisées sur les routes par les forces de sécurité et syndicats. Une enquête sur le tronçon Lomé-Palimé, c'est ce que révèle le confrère Togo Nigban ce matin. Voilà pour les journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Vous avez l'Union pour la Patrie, l'Indépendant Express, le quotidien Liberté, il y a le bi-hebdomadaire L'Alternative, le bimensuel Togo Nigban, le bi-hebdomadaire L'éveil de la Nation. Vous avez également l'hebdomadaire Le Médium du journal L'Enquêteur. Fioklou, bonjour. Bonjour Eric, bonjour aux fidèles auditeurs et auditrices de Taxi FM. Merci d'être avec nous ce matin. Joël les gars, bonjour, merci d'être là. Bonjour mon frère, bonjour, et je profite pour présenter mes vœux les meilleurs aux auditeurs de la Taxi. Santé en toutes choses et plénitude divine. Oui, bien sûr. Merci. Bonjour à Ambroise. Oui, Eric, bonjour. Bonjour les auditrices et les auditeurs de radio Taxi FM. On s'est déjà vu. Bien sûr, la semaine dernière. Oui, c'est mardi dernier, on était en studio. Donc, j'avais voulu encore le placer. Mais... Non, c'est bon, on a déjà écouté. Merci quand même de souhaiter de bonnes choses pour notre pays, le Togo. Le Togo, on va en parler. Je voudrais que nous démarrons par ce sujet lié donc à l'actualité politique. Ça vous a pas échappé que le week-end dernier était un week-end politique au Togo avec l'Union pour la République unir au pouvoir et puis l'opposition. Ici, aujourd'hui, incarné par la coalition de 14 partis politiques. Beaucoup de médias togolais, depuis hier, enseignent que la coalition de 14 partis politiques est à Conakry, où elle a rencontré hier le professeur Alpha Condé, le président guinéen, le président en exercice de l'Union africaine. Et puis aujourd'hui, elle devrait être à Accra pour rencontrer le président ghanéen qui veut jouer un rôle dans la crise politique au Togo. Quelle sera l'issue de cette nouvelle aventure de l'opposition en international? On essaiera peut-être de revenir là-dessus d'ici à demain. Alors, Ambroise Bonjo, je voudrais que vous lancez le débat. Ce à quoi on a assisté le week-end dernier, est-ce que c'est de bon augure finalement? Non, je ne crois pas que ce soit de bon augure. D'autant plus que si certains ne se reprochent pas des choses, je ne vois en quoi ils vont aller marcher. Quand on est au pouvoir, on n'a rien à revendiquer à qui que ce soit. Parce que ceux-là qui sont dans la logique des marches du côté de l'opposition ou du peuple, selon d'autres sources, d'autres personnes, ils le font parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le pays. Maintenant, ceux-là qui sont en face, qui sont au pouvoir, qui sont gouvernants, qui sont aux commandes de la gestion du pays, ils marchent pourquoi? Vous estimez que unir marché, c'est inopportune? Non, c'est des marches inopportunes qui n'ont pas de sens. Et quand je lis les messages qui sont véhiculés à travers la chute de ces marches ou à la fin de la marche, je trouve ça vraiment ridicule. Parce que moi, je trouve des gens que je respecte beaucoup dans le lot des responsables de ce parti, que je respecte parce qu'étant un parti légalement constitué, même si entre-temps il y avait des manquements au niveau de l'assise légale du parti, je me dis qu'il y a des responsables, qu'il y a des choses qu'il ne faut pas... Il y a des terrains sur lesquels il ne faut pas aller pour ne pas se ridiculiser. C'est ce que j'ai dû comprendre à travers ces marches-là. Et en plus, j'ai aussi compris que ces marches-là n'émanent forcément pas du premier dirigeant. C'est-à-dire, je ne crois pas que ce soit son initiative, même si ça l'arrange, il peut se taire. En même temps, Fogna Sibé, lui, au-dessus de la mêlée. Hein. C'est vrai qu'il a un parti, le président d'un parti politique. C'est ce qu'on nous dit souvent. Sauf que, à travers certains de ces discours, je ne le vois plus au-dessus de la mêlée. Ça, c'est un de deux. J'ai l'impression qu'il y a des bitosards qui sont derrière toutes ces marches-là. Quand j'appelle bitosards, c'est ceux-là qui ont plus intérêt à... Quand il y a une crise dans un pays, il y a des gens qui profitent.
justement, nous sommes dans des ce deux côtés. contexte-là. Des deux côtés. Bon, plus du côté de ceux qui gouvernent. Parce que l'anarchie profite aux voleurs. L'anarchie profite aux vautours. L'anarchie profite aux pilleurs de la République. Et ces pilleurs sont actuellement... ils ont, comment on le dit, ils ont le vent en poupe. Et c'est des gens qui sont prêts à encore mettre plus de 10 000 tonnes de bidons d'essence sur le feu pour que ça brûle, pour qu'ils soutirent leur profit. C'est ce qui se passe. L'argent qu'on distribue aux manifestants du Parti uni, mais qui prend l'argent? Vous en avez vu ce week-end? Ça s'est passé dans plusieurs localités. Ah avec oui. des élèves qui ont même été mis en contribution. Les 1000 francs et tout ça là qui ont été ventilés autres. Je dis aujourd'hui que il y a de la matière à vendre dans ce commerce. C'est du business, c'est du fonds de commerce la marche. On incite les gens, ce n'est pas eux qui financent, mais des directeurs de société qui sont dans le pouvoir, dans le parti, qui sortent de l'argent et justifient cela à travers la marche. Eux-mêmes, ils en profitent pour en faire quelque chose. C'est ce qui se passe. Et les gens qui ont besoin d'argent en ce moment attisent le feu. Allez, nous sommes marcher. Il faut aller marcher. Demander au chef qu'on va marcher. Et celui-ci sort de l'argent dans telle caisse, tant, et ça marche. Bien. Donc, c'est ce qui se fait aujourd'hui parce que les gens veulent tous en profiter. On va revenir sur le Ils n'ont pas besoin de la marche. Le fond du débat et pour légitimer ou légaliser leur gouvernance. Tout à l'heure, on va revenir sur le fond du débat et beaucoup plus s'intéresser à l'appel des militants de unir à l'endroit du chef de l'État, c'est-à-dire appeler le chef de l'État donc à finalement activer cette question de réforme, à y revenir. Mais sur même l'opportunité de cette manifestation, Fioclo, il n'y a aucune règle qui l'interdit. Hein? Il n'y a aucune règle qui dit que quand on est au pouvoir, vous ne devez pas marcher. Oui, j'ai entendu cette antenne hier des confrères qui disent que, en principe, quand un parti est au pouvoir, aucune marche de soutien ne doit se faire, parce que c'est le parti-là qui est déjà au pouvoir. La marche du 13 dernier, c'est une marche pour la paix. Il a été dit qu'il y a eu tellement de violence et que les responsables de l'UNIR ont souhaité mettre leurs militants dans la rue pour soutenir la paix. Ils ne veulent plus la violence que le Togo, il faut la stabilité, il faut la paix. Et c'est l'objectif. Mais dans les déclarations, ce qui a été dit, en principe, les déclarations ont trait au référendum. Oui. Le chef de l'État lui-même, quand il était à Abidjan, et dans son discours à la nation du 3 janvier, avait bien dit qu'il faut un dialogue. Oui. Et à la fin de ce dialogue-là, il doit y avoir un référendum. C'est sur ce point que moi je m'attelle et je prends le chef de l'État au mot. On va revenir tout à l'heure sur le sujet. Acha Ibrahim, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Oui, bonjour Eric et bonjour aux passagers de notre taxi. Alors, sur la manifestation du week-end, vous aussi vous trouvez que UNIR en réalité n'a pas à marcher parce qu'on est déjà à la manette, on est au contrôle de l'action politique? Non, mais moi je vois plutôt les objectifs à afficher. Bien. Puisque UNIR, ça a été dit que c'est une marche pour la paix, et au-delà de la marche pour la paix, les militants d'UNIR sont outrés par la situation politique délétère dans notre pays, et donc il était indispensable d'en appeler vraiment à la responsabilité du chef de l'État pour que le chef de l'État siffle la récréation, selon ce qu'ils ont dit. Mais du côté de CAP 2015 ou bien de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition, outre les revendications habituelles, traditionnelles qui sont sur le tapis, il y a aussi l'intention de commémorer l'assassinat de notre premier président. Et donc, c'était aussi ça qui a justifié la sortie du groupe des 14 à appeler ces militants dans la rue pour manifester. Mais du côté d'UNIR, on n'a pas senti une contre-manifestation, c'est-à-dire une manifestation pour festoyer ou bien pour jubiler à la suite de l'assassinat de Sylvanus Olympio, mais on a senti quand même que la date du 13 janvier a été une coïncidence à leur niveau, parce qu'ils prévoyaient manifester, et surtout que c'était la toute première manifestation de l'année, et ça a coïncidé avec le 13 janvier, mais ils ont tenu à préciser que ce n'est pas le 13 janvier qu'ils commémoraient, mais ils étaient sortis pour
réclamer la paix et demander au chef de l'État de prendre des initiatives pour que la crise qui perdure... Alors pour certains, réclamer la paix suppose que le Togo est en guerre. Or, le Togo n'est pas encore en guerre. C'est vrai qu'il y a des scènes de violence entre-temps et qui se sont tués depuis lors. Oui, ça c'est tu, mais il y a quand même le tissu social qui est vraiment en lambeaux, parce que chaque jour que Dieu fait, il y a des frustrations qui naissent, surtout avec les arrestations qui continuent, avec les brimades qui continuent. Cela crée des sentiments de haine, des sentiments en tout cas d'injustice dans le pays. Ce cas, il suffisait seulement d'arrêter les gens. Et la paix serait de facto. Et justement, c'est pourquoi ces militants interpellent le chef de l'État en tant que garant de la Constitution, garant de la tranquillité, de la stabilité du pays, à prendre des initiatives en ce sens, c'est-à-dire à finir définitivement avec le débat sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles, puisque c'est ce débat qui exacerbe la crise, c'est ce débat qui entretient la crise dans le pays. Bien sûr. Joël, les gars. Oui. Enfin. UNIR, j'estime que UNIR a commémoré de la plus regrettable des manières le 13 janvier dernier, en ce sens que UNIR est protagoniste dans une crise. Oui. Et vous êtes protagoniste dans une crise, normalement leur sortie, quand ils disent qu'ils vont marcher, tu dois marcher pour la paix, leur sortie devait être d'apporter une solution qui suscite le consensus autour de cette crise-là. Mais est-ce que c'est ce qu'ils ont fait? Non. Et pourquoi ils ont choisi de le faire? Peut-être c'est la défiance, la posture, le fait que parce que on a vu deux Togo pendant non, c'est de la défiance, dans le sens que mon frère, laisse-moi terminer. Oui, mais quand la coalition manifeste, on n'a jamais parlé de la défiance. Oui, mais quand il s'agit pour UNIR de manifester, laisse-moi donner les éléments de ce que je mets dans le mot défiance. Allez-y. On a vu deux Togo le 13 janvier. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont marché, qui n'ont pas voulu marcher à Lomé. Il y en a qui festoyaient. Il y en a qui festoyaient. On a organisé des festivals ici et là. Les gens se réjouissaient, buvaient. Pendant qu'il y en a qui se plaignaient. Hein? Ouais. Voilà. Ça fait deux Togo. Ça fait deux Togo. Et ceux qui se plaignaient, on les a entourés de chars. Comment de chars? Voilà. Joël, comment des chars? Tu n'as pas vu les images? Les chars? Oui, mais peut-être tu n'étais pas sur le terrain. Il fallait aller au niveau du commissariat central. Au niveau du commissariat central, au niveau du moins des carrefours, au commissariat central, il y avait quand même des chars. Et dans les autres carrefours, c'était des hommes mitraillés. Et on a sorti même des bérets rouges. Moi, ça m'a fait marrer. Pourquoi on dérange les bérets rouges? Pour le maintien de l'ordre, juste contenir des marcheurs, on fait sortir des bérets rouges. Je ne sais vraiment pas à quoi ça rime. Bon, maintenant, pendant que des Togolais se plaignaient de la déchirure du système social, ils demandent à ce qu'on prenne des décisions pour les réconcilier. Il y en a qui disent non, on fait plutôt ce que vous ne voulez pas, on appelle au référendum. Je me dis, est-ce qu'il y a quand même une bonne volonté au sein du NIR? Est-ce qu'il y a ce sens de l'objectivité, de la sincérité qui flotte les esprits à un moment donné pour dire non, quelle que soit la puissance que tu as, quelle que soit la force que tu as, mais il faut quand même savoir que l'homme, nous ne sommes que des hommes. Oui. Et nous avons des limites. Quelle que soit la confiance que tu as en l'autre, le bon sens fait que, cette dotation naturelle que Dieu nous a donnée, fait que l'autre peut bondir du jour au lendemain et te gifler, c'est-à-dire il peut te faire faux bon. Malgré qu'il t'ait dit, ok, je te suis dans ton orgueil, oui, il peut faire faux bon. Mais c'est de la plus mauvaise des manières. Quel message UNIR a donné le 13 janvier? Oh, nous savons, le 13 janvier, c'est quelle fête? C'est une date tristement célèbre dans notre histoire. Et normalement, vu les décisions que le champion du UNIR, celui qu'ils appellent le champion chef d'État, a pris depuis son arrivée, il a voulu que cette fête soit une fête de recueillement, de remise en cause, hein, et de je ne sais comment dire, de réconciliation, c'est-à-dire pour qu'on construise un Togo nouveau. Mais c'est tout le contraire que les vice-présidents du NIR et tout le Bataclan ont servi aux Togolais. Mais est-ce que c'est responsable? Est-ce que
ce qui me peine, c'est que ces hommes, ils ont des enfants. Mais ils ont des enfants à qui ils ont inscrit à des écoles. Des enfants à qui on apprend à raisonner, à trouver le bon sens. Mais vous revenez à la maison, mon frère, tu reviens à la maison, tu viens lui dire, mais tout le problème que nous trimballons, que tout le monde vit aujourd'hui, mais tu reviens lui dire, juste à cause de mon ventre, c'est ce que j'ai servi au Togolais. Je ne suis pas sûr que la question est liée au ventre. Puisque vous avez lâché le mot, je voudrais rebondir là-dessus sur la question ou l'opportunité même du référendum. Ce sujet est largement évoqué dans la presse également. D'ailleurs, nous, on a fait une vingtaine ce matin sur le sujet. Est-ce que demander à Faure Gnassingbé aujourd'hui qu'on active ce processus du référendum, est-ce que c'est une mauvaise chose? Joël, les gars. Non, mais je crois que les auditeurs, vos auditeurs qui certainement sont sur les réseaux sociaux, et les Togolais qui se sont exprimés le week-end dernier sur d'autres radios l'ont clairement dit. Mais même s'ils ne disent rien aujourd'hui, quand vous prenez la situation du Togo, est-ce qu'on doit aller au référendum? Parce que la question du référendum a été brandie déjà au lendemain du 5 septembre. Oui. C'est-à-dire que le 15 septembre au Parlement, quand l'opposition a fait ses amendements, les 47 amendements sur le projet décrété par le gouvernement le 5 septembre, quand l'opposition a fait ses amendements, on a rejeté les amendements, on dit non, nous, c'est notre constitution, c'est la limitation. Voilà, le texte envoyé que nous avons voté et on va au référendum. Et le 22, la communauté internationale, ceux-là qui sont les parrains de l'APG, ont trouvé nécessaire, depuis le silence qu'ils ont gardé depuis le 19 août, ils ont trouvé nécessaire de sortir de leur silence, dire non. Au lieu d'aller au référendum, aller plutôt au dialogue, dans l'esprit de l'APG. Le patron, Antonio Guterres, est revenu là-dessus après. Et jusque-là, c'est-à-dire qu'on a été réfractaire, mais le 7 novembre, on a dû se plier, dire non, ok, d'accord, on va organiser le dialogue. Maintenant, sur les conditions de dialogue, si les conditions de dialogue, on n'arrive pas à s'entendre sur les conditions de dialogue, il faut, en bon père de famille, que le chef d'État s'implique à ce que on trouve quand même les conditions minimum de garantie de ce dialogue. Et je ne vois vraiment pas en quoi est-ce qu'on refuse d'avoir un médiateur, en ce sens que pour obtenir l'APG, qui est l'accord le plus consensuel aujourd'hui, on a recouru à un médiateur international. Oui. Pourquoi on refuse aujourd'hui de recourir à un médiateur international? On avait commencé avant l'arrivée du médiateur. C'est quand il y avait des points d'achoppement. Oui, mais justement, les contextes ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire que l'application de l'APG a souffert, ce qui fait que les gens ne trouvent plus nécessaire d'aller s'asseoir avec le protagoniste là et discuter. Mais maintenant, sur la question, mais si le chef de l'État, jusque-là, il est bien avec le Ghanéen, mais pourquoi il ne veut pas qu'il s'implique? Pourquoi il ne veut pas qu'il joue sa partition? Je vous donne la parole aux autres. Fioclou, excusez-moi, vous pouvez prendre la parole ultérieurement. Oui, Fioclou. Oui. La question du référendum telle qu'elle est évoquée aujourd'hui, il y a beaucoup qui s'interrogent sur la vision réelle du gouvernement togolais en ressuscitant ce débat. Puisqu'en temps, on a compris qu'il a disparu de la circulation, mais curieusement, on revient là-dessus. Pendant que le gouvernement de Faure Gnassingbé, Joël l'a rappelé, en novembre, a sorti un communiqué exprimant sa bonne foi sur la question du dialogue. Le président de la République, dans l'interview accordée à nos confrères de Jeune Afrique, il a martelé le 3 janvier, il a dit oui, il y aura référendum, mais avant, il y aura la discussion. Et ça traîne. Et aujourd'hui, ce sont les militants de son parti qui lui demandent d'aller au référendum. Alors, on peut se poser la question, c'est quoi le projet? Non, moi je peux dire qu'il faut mettre une différence entre le parti et le gouvernement. La marche du 13, la conclusion sur les différentes déclarations. On a vu plusieurs ministres quand même aux manifestations. On a dit qu'il faut aller au référendum. C'est difficile à dissocier les deux. Hein. Et c'est pourquoi je disais, entre-temps, que le chef de l'État lui-même a dit à Abidjan qu'il pour faire le dialogue, il faut être deux. Il faut l'autre partie. Et dans son message à la nation du 3, il a dit la même chose. C'est par le dialogue qu'on doit traiter les désaccords. Bien sûr. Et après le dialogue, on aura bien sûr un référendum, parce qu'il y aura les réformes constitutionnelles qui seront acceptées par le peuple. Bien sûr. Si aujourd'hui de telles déclarations sont faites, moi je ne vois pas que le dialogue a sa porte fermée. Le dialogue, il y a nécessité qu'on le fasse. On ne peut pas prendre
l'option du référendum du 5, suivant l'avant-projet de loi du 5 septembre. Non, on va droit vers là par rapport à la demande des militants de UNIR. Ce que les militants de l'UNIR disent, ce n'est pas ce que le président de l'UNIR a dit. On lui a dit, Monsieur le Président, compte tenu de la situation, nous souhaitons que le référendum vienne en même temps. C'est au président de la République qui est au-dessus de la mêlée de joindre l'acte à ces paroles. Je parle des paroles d'Abidjan et du 3 janvier. Donc, nous avons le temps qui est devant nous. On va voir ce qui doit être fait. Ambroise Pondio, sur la question du référendum et du dialogue, finalement, on a aussi le sentiment que le dialogue est poussé, bouté dehors carrément. Non, je crois que si le gouverneur pose la question du référendum, c'est un point de concession qu'ils sont en train de larguer à l'endroit de l'opposition. Ce que je suis en train de dire, je m'explique en disant que avant d'aller à un dialogue, il faut avoir des éléments de concession. Oui. S'il y a lieu de concéder quelque chose, il ne faut pas concéder ce qui est essentiel pour soi, mais concéder ce qui peut être considéré comme insignifiant. Parce que peut-être pour certains, ce référendum peut arranger tout le peuple si le contenu du dialogue ou les recommandations d'un dialogue sérieux se retrouvaient dans ce référendum. Et je ne vois qui peut repousser ce référendum. Mais au même moment, si on veut aller à un référendum, comme dans les tests initiaux qui avaient été énoncés au niveau de l'Assemblée, en septembre, je crois que c'est là où ça pose problème. Et je crois que même que le débat a évolué même au sein de ce parti, où il y a des tenants réfractaires qui avancent toujours les tests de septembre, et que selon des informations révélées par M. Trémois, Christian, les choses auraient évolué. À moins que ce soit encore de troubles lourds, pour pouvoir divertir l'opposition et avancer. La preuve, la CENI qui est en train de travailler actuellement a un président uni. Ça, c'est un élément. C'est qui le président? Oui, ça je l'explique. Le président de la CENI actuellement, il est membre de UNI. Parce qu'entre-temps, ils se sont même trompés à la télé. J'étais là devant la télé, ils se sont trompés, ils sont revenus que le président de la CENI n'était pas tant d'une association, mais c'est plutôt du parti UNI. Ça, je ne rate pas les journaux de 20h TVT. Maintenant, avec cette manière-là, avec cette grande crise qui couvre et qui est en train de créer des problèmes sérieux au Togo, les gens avancent pour aller aux élections. Je l'avais dit dans un débat la dernière fois que les gens se diront l'opposition doit forcément aller à ces élections. Je serais d'accord pour que l'opposition ne laisse pas le champ libre, comme ça s'est passé il y a quelques années, d'aller aux élections, surtout les législatives. Mais j'ai analysé la chose. Ils ne sont plus maintenant en rang dispersé, ils sont en rang serré. Il ne faut pas que ces gens-là hasardent à aller à ces élections. Que tout le monde puisse constater qu'on ne peut pas aller à des élections dans ces conditions. Encore une politique de chaise vide, vous. Je ne suis jamais pour les politiques de chaise vide. Je n'ai jamais adhéré à cette politique-là. Mais que les gens comprennent que dans cette crise profonde, on va profiter profiter encore à l'expérience d'Achaba. C'est-à-dire, quand je dis l'expérience d'Achaba, c'est un grand juriste qui est du parti et qui sait tracer les choses et a l'expérience des bâches. Il faut foncer son enfoncé. On va les dribbler et on sera légaliste. Le problème, c'est être légaliste. Oui. Ils s'en foutent de ce qui est légitime. C'est ce qui va même faire avancer la prophétie que les gens ont déjà annoncée. Nous, on ne souhaite pas que ce Togo brûle. Les Tchao ont dit que le Togo peut brûler à tout moment. Non, ils n'ont pas dit ça exactement comme vous le dites, Ambroise. On ne va pas sortir les propos des gens dans le contexte. Non, il dit ici le Togo brûle. Oui, non, mais il dit. Il a les éléments. Il a eu le sentiment que des gens veulent que ça brûle. Il dit si ça brûle, on est tous dedans, on brûle ensemble. Les gens n'ont qu'à aller prendre des armes. Là aussi, bon voilà. Comme ça, il faut les analyser. Mais le Togo brûle, ça brûle peut-être avec leurs enfants. Nous, on ne souhaite pas ça. C'est pourquoi je dis, entre Togolais, on peut s'entendre. Et Faure Gnassingbé et tous ceux qui l'entourent, ces ministres, tous ceux-là qui avaient dit que la PJ est caduque, tout ce monde-là, si on s'entend aujourd'hui, ils s'entendent avec l'opposition, la coalition des 14, qui est dans la rue. Mais c'est à la table qu'on peut trouver à discuter, à trouver de la matière, à recommander et à exécuter. C'est parce qu'ils n'ont jamais eu le courage d'exécuter ce que les gens ont eu à discuter avec eux par le passé, que la crise couvre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Comment on peut être dans un pays comme ça? Aujourd'hui, moi je pense que ils sont sur un terrain de communication très actif. Vous allez remarquer, même si ça ne marche pas, si ça ne leur marche pas, ils disent que ça marche. Et ils font croire à l'opinion publique que nous on a déjà pris la main. Ils n'ont pas encore pris la main. Ah oui? Oui, je vous le dis. La preuve, allez voir les marches de samedi
de la coalition. Ce que UNIR aurait payé à ceux-là qui ont marché, parce qu'ils ont tenté, ça n'a pas marché. Ils ont doublé la prime, ça non plus n'a pas aussi totalement marché. Il y a le vrai peuple, en grande majorité. Là, quand il y a un débat sur le peuple, hein, oui. Bon, la dernière fois, on a... Quand Ambroise dit qu'il y a le vrai peuple, il y a un faux peuple aussi. Oui, il y a un faux peuple aussi. Quand je parlais communication, oui. Hier, j'ai tenté d'appeler RFI. Souvent, ils nous appellent, nous qui avions l'habitude d'intervenir. Oui, si. Je vous dis... Ceux qui sont dans leur barre de données sont toujours contactés. Voilà. Je vous dis que tout est restreint. Je n'ai rien compris jusqu'à ce matin. On a tenté d'appeler. Vous appelez, le répondeur ne vient même pas. Mais ça vous consomme du crédit. J'ai lu sur une plateforme. Bon, il doit avoir un problème. C'est là j'ai compris. Le monsieur accusé directement Togo Télécom d'avoir restreint parce que c'est tellement que beaucoup ont essayé. Mais vous avez remarqué que tous ceux-là qui ont intervenu, c'est plus en faveur du pouvoir. Donc, je n'ai pas des éléments. Quand j'ai mon téléphone, comment est-ce que le pouvoir sait que... En tout cas, moi j'ai essayé plus de 6 fois. Bon, d'accord. Et souvent, ils prennent directement. C'est la jeune fille qui prend. Bon, maintenant, parle-nous. Ambroise, parle du faux peuple maintenant. Non. Tu as dit qu'il y a un vrai peuple. Parle du faux peuple. Je ne vais pas parler du faux peuple. Non, vous avez parlé du vrai peuple, donc il doit avoir un faux, forcément. Oui. C'est ça pas du vrai peuple. Chacun prend son peuple. Oui. C'est pourquoi moi j'ai l'habitude de dire les populations. Oui. Quand je parle de population, il y a une majorité qui se dégage au sein de la population. Oui. Si UNIR se dit qu'il a son peuple, et qu'au même moment on essaie d'étouffer ceux-là qui sont à Sokodé, à Bafilo et à Mango, pour faire croire aux gens que les gens du Sud peut-être sont pour l'opposition, mais ceux du Nord ne sont pas pour nous, alors que les réalités sont là, en face de nous. On tente de divertir l'opinion publique internationale. Aujourd'hui, ce qui est important pour moi, et pour le peuple, ce peuple dont on parle, c'est-à-dire ce peuple qui veut se revoir dans une légitimité, c'est le dialogue. Bien. Pour sortir de la crise. Alors, pas du faux fuyant, pas de la politique de la terre brûlée, et fait vouloir rester. J'ai dit, Eric, les prophéties qui sont en train d'arriver, ce ne sont pas du chocolat. C'est-à-dire que si les gens veulent prendre ça comme du chocolat, au même moment, j'avais écrit dans une plateforme qu'il appartient aux Togolais de prier pour ce pays. Au même moment qu'on doit prier, ceux qui sont au gouvernement, puisqu'il s'agit d'eux, doivent comprendre que le Togo ne leur appartient pas à eux seuls, que le Togo appartient aussi à leurs enfants qui vont venir. Et si on est conscient de ça, discutons ensemble et sortons de la crise. Alors aujourd'hui, il y a cette partie togolais qui est dans la logique d'aller aux élections. De ce point de vue, bon, les dialogues politiques ne serviront plus à rien. Oui, Acha Ibrahim. Puisque nous avons un calendrier républicain et nous savons que 2018 c'est une année électorale. Surtout les législatives. Les législatives. Et donc les Togolais attendent quand même qu'à la fin de la mandature de notre Assemblée nationale actuelle, qu'il y ait des élections pour qu'on procède au renouvellement des députés. Donc les Togolais attendent forcément les élections. Mais sauf que les élections ont toujours posé problème dans notre pays et il était quand même indispensable quand même d'aller vers... parce que la crise que nous vivons découle des élections. Voilà, pour avoir des tests assez fiables et un cadre électoral assez efficient, de manière à ce que cela puisse garantir la crédibilité, la fiabilité, la transparence des élections. C'est le souhait de tous les Togolais. C'est pour cela que les Togolais appellent de vive voix les réformes. Les réformes devaient prendre en compte aussi des questions électorales. Oui. Je pense que c'est pour ça que tout le monde dans le pays ne respire et ne jure que par les réformes. Bon, pour la question des référendums, vous avez posé la question au confrère, je vais profiter aussi pour donner... Allez-y, votre point de vue. Oui. C'est que nous devons comprendre que UNIR est dans une logique bien déterminée, une logique bien connue de tous les Togolais. UNIR veut aller au référendum coûte que coûte. Et pour rien au monde, UNIR ne compte pas y renoncer. J'en veux pour preuve le vote qui a été fait au Parlement. Oui. Si UNIR voulait que les choses prennent autre tournure, UNIR n'allait pas, au niveau de l'Assemblée nationale, précipiter les choses, même en l'absence de leurs collègues de l'opposition, et procéder au vote et avoir les 2 tiers pour ouvrir la voie au référendum. Même le chef de l'État pouvait intimer lors de sa majorité d'attendre. Mais étant donné qu'au niveau d'UNIR, peut-être qu'ils ont fait le constat que le consensus ne peut jamais aboutir et que les gens ne pourront jamais s'entendre et qu'on les accuse aussi d'être des gens qui ne veulent pas opérer des réformes dans le pays, je me dis que c'est peut-être
toutes ces considérations qui amènent UNIR à dire que cette fois-ci, le référendum ou rien, il faut aller directement interroger le peuple pour que le peuple se prononce une fois pour de bon sur la question de réforme dans notre pays. Mais le problème qui se pose aujourd'hui est clair, c'est que en l'état actuel, les tests que nous avons et ce qu'on veut soumettre éventuellement au référendum, c'est très insuffisant par rapport aux aspirations du peuple. Ah oui. Je dis oui, bien sûr, très insuffisant parce que quand vous prenez la limitation des mandats, quand vous prenez le vote, le mode de scrutin à 2 tours, je pense que ce sont les revendications essentielles. Mais outre ces revendications essentielles, il y a d'autres problèmes. Notamment, je veux parler de la composition de la CENI, je veux parler même de la HAC qui pose problème, de la CENI où certains pensent, les institutions de la CENI où certains pensent, à tort ou à raison, qu'elle est inféodée. On dit une et la Cour constitutionnelle aussi. La Cour constitutionnelle, bien évidemment. Donc, les Togolais voudraient voir toutes ces institutions-là refaire, disons, une nouvelle image pour que dans le pays, on sente vraiment l'exercice et disons, l'effectivité de la gouvernance démocratique. Et donc, c'est ça le problème actuellement. Quand vous voyez un peu dans des villes, il y a de ces récriminations. À Kara, il y a des gens qui sont prêts à marcher pour protester, pour dire à l'autorité qu'ils ne sont pas d'accord avec la façon dont le pays est géré. Quand vous allez à Sokode, c'est la même chose. À Bafilo, c'est la même chose. Même dans certaines villes, disons, dites acquises à la cause du pouvoir, il y a des velléités de contestation, mais seulement que c'est étouffé. Dans ces conditions, il faudrait que le gouvernement prenne la mesure de la chose et se dise que voilà la situation à laquelle nous sommes arrivés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sauver la barque Togo. C'est-à-dire que dans ces conditions, ça va être compliqué d'organiser un référendum. Bien évidemment, parce qu'il y aura toujours des contestations. Il y aura plus de dégâts que prévu. Il y aura toujours des contestations. Il y aura toujours des problèmes. Or, le souhait, c'est que ce référendum vienne mettre fin à tout ce qu'il y a comme récrimination, à tout ce qu'il y a comme protestation, à tout ce qu'il y a comme réclamation. Mais en l'état actuel, je doute fort que l'organisation de ce référendum puisse résoudre tous les problèmes de notre pays. Joël, le référendum sera encore la source d'une autre crise politique plus aiguë que ce qu'on est en train de voir. Mais qu'est-ce que tu veux? Le référendum... Mais on veut régler le problème. Frère, quand on écoute le chef de l'État, il veut régler le problème. C'est pour ça qu'on veut faire venir le référendum. Le référendum est brandi aujourd'hui en défiance. C'est-à-dire que on donne de l'argent à certains Togolais de brandir le référendum contre d'autres Togolais. Non, pourquoi est-ce que on donne de l'argent aux gens? Non, frère, les images sont là. On a vu les images. Ça, ce n'est plus pour le secret, ce n'est plus un secret de Polichinelle. C'est plutôt un secret de Polichinelle, excuse-moi. Tu as vu ça sur quelle télé? Sur quelle télé? Attends, quand je dis les images, mon frère, tu as vu les images? Donc, quelle image? Ok, d'accord. Joël, c'est pas là le but. Joël, je dis. En 92, quand on avait organisé le référendum, tant le pouvoir que l'opposition ont appelé tout le monde à aller voter. Bien sûr. Est-ce que nous sommes dans le même contexte? Aujourd'hui, est-ce que le cliché est le même aujourd'hui? Non. Justement. Mais si le paysage est divisé... c'est pas divisé. Est-ce que le référendum s'impose? Si le paysage est divisé, est-ce que le référendum s'impose? Est-ce que... Bon, peut-être Fonia Simbe veut construire un autre Togo que ce que son papa avait tenté de construire en 92 et qui après, bon, selon ses courtisans, ont trouvé que non, c'était une erreur, il fallait retirer les concessions qu'il avait faites, etc. Sinon, en 92, quand même, il y a des mots. Quelles que soient les critiques, quelles que soient les critiques qu'on lui jetait, il avait eu le courage d'aller, de dire non, qu'un bon père de famille, faites les modifications constitutionnelles, allons-y, allons voter ensemble. Mais pourquoi Fonia Simbe ne veut pas mettre le pas? Mais si tu craches sur l'héritage que ton papa t'a donné, nous connaissons très bien la réponse que la nature t'enverra. Non, justement, il n'a pas craché, puisqu'il a hérité d'une constitution. Oui, mais attendez. A été modifiée avant qu'il ne vienne au pouvoir. Oui, justement. Voilà. Et la constitution a été modifiée. Donc, il veut maintenant aller vers les réformes. Non, s'il modifie, est-ce que la modification qu'il a faite, est-ce que les modifications sont consensuelles, comme en 92?
Mais la limitation du mandat présidentiel, je pense que c'est... Non, mais mon frère, c'est toi-même qui as dit tout à l'heure que ces modifications n'aspirent pas, ne recueillent pas la confiance de tous les Togolais. Il y a des vérités de contestation, justement. Donc moi, je ne vois vraiment pas. Le référendum auquel appellent les militants d'UNIR, pour vous, ne réglera aucun problème. Ça va renforcer les clivages, forcément. Non, mais ça va, c'est plus qu'évident. Ça, c'est même de faire capoter les choses. C'est plus qu'évident. Le jour même de ce référendum, quand vous écoutez certains leaders parler, c'est-à-dire qu'ils ne le disent pas directement. C'est-à-dire qu'il peut arriver qu'on empêche ce référendum-là. Oui, donc ça, Jean-Pierre Fabre l'a dit clairement. Oui. C'est pas caché, il faut le dire. Donc ça veut dire que c'est un référendum qui divise déjà les Togolais. En même temps, on a déjà écouté ça. On a déjà écouté ça qu'on veut empêcher, mais on n'a aucun élément pour empêcher. Référendum et discuter de l'essentiel. L'essentiel, c'est de revenir selon les grands éléments de la Constitution 92. Puisque c'est le peuple qui se l'est donné de plus de 97,90%. Oui. Donc ça, si elle est ainsi, je ne vois pas pourquoi les gens refusent. Puisqu'il s'agit de celles qui sont assises dans une assemblée, je ne sais pas, c'est pas notamment, mais pour pouvoir changer les choses, la règle des choses, sans consulter le peuple. Alors que c'est un truc que le peuple s'est donné à lui-même. Et Adema avait avalisé ça. Mais pourquoi ils sont revenus sur ça? C'est ça qui pose le problème. Là-bas aussi, il faut faire extrêmement attention. Adema était là quand ça a été modifié aussi, il faut le dire en 2002. Oui, il faut faire extrêmement attention parce que quand on dit on fera tout pour empêcher ce référendum, soit on n'est pas d'accord qu'il y ait le référendum. Non, pas de référendum, mais les dispositions continuent dans le référendum, puisque quand on refuse un référendum, c'est qu'on refuse aussi on conteste aussi les dispositions ou bien les lois, voilà, et qui devaient être qu'on devait présenter à ce référendum. Et là, dans ce moment, est-ce que quand on dit on veut empêcher ce référendum, est-ce qu'on n'est pas d'accord qu'il y ait limitation de mandat, on n'est pas d'accord qu'il y ait élection à deux tours, ou bien on reprécise sa pensée, ou bien on voudrait que cela s'améliore, que les dispositions que nous avons actuellement sont insuffisantes. Il faut ajouter d'autres dispositions pour que cela puisse refléter l'ensemble de l'assentiment des Togolais. Si c'est ça, et on le fait comment en ce moment? Oui, mais voilà. C'est à ce moment que tous les Togolais souhaiteraient que les acteurs politiques aillent au dialogue d'abord. Oui, mais justement, ça veut dire qu'on ne doit pas parler de référendum. Et si le dialogue obtient assez de consensus, on n'aura pas besoin d'aller au référendum. C'est-à-dire que le référendum. Non, mais attendez, oui, justement, pourquoi pas? Non, c'est pas pourquoi possible. pas? Attends, parce que le processus des réformes est enclenché. On parle d'une loi constitutionnelle. Et le processus, quand on l'amorce, on ne revient pas derrière. Quelle processus on l'amorce? Attendez, la Constitution autorise qu'on modifie la Constitution à 4,5% si on a au-delà des 2 tiers. C'est si seulement on a que les 2 tiers qu'on va au référendum. Mais si on a 4,5%, pourquoi on ira au référendum? Non, qu'est-ce qu'on reproche à ce référendum? Pourquoi on ira au référendum? Vous croyez que les opposants, quand ils ont fait 47 amendements, mais c'était dans quelle optique? Si on n'avait plus les 47 amendements, est-ce qu'on aura encore besoin de convoquer le corps électoral pour quelque chose? Non. On ne convoquera plus. Mais pourquoi? C'est en cela que je dis, le référendum, le chef de l'État, depuis son interview avec Jeune Afrique, a montré le fond de sa pensée. C'est-à-dire, il a décrété en fait le référendum. Voilà. Il a décrété le référendum contre les millions de Togolais qui sont dans les rues. Il a décrété parce que tu ne peux pas dire il y aura dialogue et on ira au référendum. Oui, mais pourquoi? Il y aura dialogue, puis on ira au référendum. Mais tu ne peux pas le dire, ça dit que sont sincères dans ce que oui, mais il est dans le débat. Oui, ce que je voudrais le préciser avant que Pierre ne parle, c'est le fait que ce qui est contenu dans ce référendum et que les gens contestent, c'est le fait de voir Faure Gnassingbé encore remplir pour plusieurs mandats. La preuve, en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats là. Les gens ne veulent pas l'inscrire dans ce référendum quand ils veulent aller. Limiter le mandat, c'est bon. Mais limiter comment? Ils ont ajouté un autre article quand ils ont renvoyé les 47 autres. Oui. Et c'est cet article-là qui pose problème dans ce nouveau référendum et que les gens contestent. Il faut dire qu'on arrive à dire clairement les choses aux gens. Fioclou maintenant. Oui, moi je voudrais dire ceci. Depuis 2006, le problème qu'il y a sur le tapis, c'est la limitation du mandat et le mode de scrutin. Bien sûr. Le 5 octobre, ça a été fait. Aujourd'hui, moi je peux dire que la Constitution... Le 5 septembre. Oui, ça a été fait. Moi je voudrais dire que la Constitution de 92 et ce qui a été toiletté en 2002, il faut que les deux soient remis. Il faut que les deux soient remises sur la table. Donc, il faut
le dialogue, faire une révision constitutionnelle de fond en comble pour permettre au peuple de voter, comme ça a été en 92. Quand mes confrères disent que... Parce qu'il y a une nuance. Attends, je finis. C'était pour vous relancer, c'est-à-dire que quand on va aux discussions et qu'on ramène le texte qui a été voté aux 2 tiers à l'Assemblée nationale, on ajoute d'autres choses. On discute, on arrête d'autres éléments et on compile les deux. Ce n'est plus le texte qui a été voté au Parlement et ce texte ne peut en aucun cas être soumis au peuple. Oui. On est d'accord? On est d'accord, bien sûr. Donc, le référendum, en ce moment, est annulé. Est annulé. C'est-à-dire que mais attendez, on n'aura pas... Mais est-ce que en 2014, quand on demandait la modification de la Constitution, quand on s'essayait à la modification de la Constitution, on a dit qu'ils n'ont pas pu modifier parce que l'autre groupe parlementaire n'était pas d'accord. Si c'est que l'ANC n'était pas dans son business et l'ANC avait effectivement voté pour... On aurait aujourd'hui quand même ces articles-là modifiés et il n'y aurait pas le débat aujourd'hui. En 2004. En 2014. En 2014. Oui, bien sûr. Oui, ça veut dire que c'est le même scénario qui revient aujourd'hui. Mais quand on dit aller au dialogue dans l'esprit de l'APG, c'est parce qu'on s'était engagé en 2006 à ne faire que 2 mandats. Ça veut dire que ça, c'est le... Là, ce sont les annexes officieux de l'APG. Et c'est l'engagement qu'on a pris devant la communauté internationale. Maintenant, si, parce que avec le lobbying, avec les messes basses qu'on a eu à faire, on a envoyé des djembés autres là, on estime que, parce que la communauté internationale, si c'est une dame, à plus forte raison qu'on la qualifie en fait, pas le féminin et pas le féminin. C'est une dame. Et elle est versatile. C'est-à-dire qu'elle peut te dire, ok, vas-y. En nuitamment, mais elle te donne une gifle. On ne peut pas aujourd'hui s'adosser sur ça, sur les acquis qu'on a dans les couloirs pour dire non, ok, d'accord, aujourd'hui on va au référendum, on commande une émission sur RFI pour montrer que non, l'opinion est acquise pour le référendum. C'est dangereux. C'est dangereux en ce sens. C'est dangereux en ce sens que l'alternance n'est pas un péril pour ceux qui le craignent. C'est-à-dire qu'après l'alternance, les gens, on va vivre aisément au Togo. Peut-être les gens vont se lancer des pics et autres là, mais on vivra toujours entre Togolais. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas autant de l'alternance? En matière de référendum, moi je voudrais dire que les points de vue ne sont pas automatiquement unanimes. Tels que les cas que nous avons connus en Côte d'Ivoire, quand l'autre là voudrait faire le référendum la dernière fois, il y a une partie de la classe politique qui a dit non. Mais le référendum a été fait tel qu'en Mauritanie. Mais au Mali, le contraire s'est produit au Mali. Oui, mais le contraire s'est produit au Mali parce que quand la classe politique se chamaillait, le président de la République a dit arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça pour calmer le pays parce que le pays est déjà en instabilité. Il faudra faire ici aussi, en principe. Alors, je vais partager avec vous une réaction d'un auditeur qui me dit, alors si le constituant togolais a voulu qu'à défaut des 4/5e, le projet soit soumis au référendum, c'est pour que la loi fondamentale ait une forte adhésion populaire, un consensus. Aller au référendum pour les 3 petits articles. Est-ce qu'il faut aller au référendum pour les 3 petits articles? Non. Alors, que faire des problèmes du foncier, des institutions, vous l'évoquez tout à l'heure, et d'autres questions essentielles pour la vie de la nation? Oui, c'est pourquoi moi j'ai dit qu'il faut faire une révision constitutionnelle de fond en comble en les adaptant sur la réalité du pays, du moment. Oui. Pas sur 3 articles. Puisque le foncier aujourd'hui occupe à lui seul 80% des problèmes au Togo, sur toute l'étendue du territoire. Oui, bien sûr. À la justice. Le problème qui se pose actuellement, c'est que c'est un problème social. Oui, c'est un problème social. Il y a un sujet là. Non, c'est un problème. On pourra lancer ça. Eric, les 3 articles que nous avons actuellement pour aller, en tout cas, au référendum, vous voyez, quand on déploie des milliards pour seulement 3 petits articles, ça pose problème. Parce que nous avons d'autres problèmes. Autant en profiter pour régler le problème. Une fois pour de bon. Et on fait le toilettage complet. Au peuple, les gens, le peuple va décider. Mais le problème, c'est que actuellement, nous sommes dans une situation très complexe. Seul le dialogue peut sauver cette situation. Quand nous parlons du dialogue, c'est pour que les acteurs se retrouvent, discutent de fond en comble. Il y aura aussi la société civile qui va apporter sa contribution. On va arrêter quelque chose de potable et qui, à mon avis,
essaie de refléter un peu l'intérêt général, parce que ce ne sont pas les petits calculs que les gens vont faire et placer des articles dans cette loi constitutionnelle que nous voulons pour notre pays, mais ça doit refléter l'intérêt général, et je pense que quand on soumet ça au vote, tous les Togolais seront d'accord. En tout cas, et chacun va voter pour ça. Implicitement, tu nous rejoins. Tu nous rejoins. On ne doit pas aller au référendum. Non, ce n'est pas ça. Ne pas aller au référendum, c'est autre chose. Ne pas aller au référendum, c'est autre chose. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut aller au référendum? Non. Le problème qui se pose actuellement, c'est que le processus est déjà engagé au niveau de UNIR. Et nous disons que du moment où il y a déjà eu les 2/3 au niveau de l'Assemblée nationale, cela ouvre la voie au référendum. Et UNIR étant déjà dans cette optique, je les vois déjà en train de vouloir foncer. Est-ce que c'est bon? C'est l'observation comme je suis en train de faire. Bon, maintenant, quand je demande le dialogue, un instant, quand je demande le dialogue, c'est parce que j'ai remarqué que les Togolais ne sont pas tous d'accord. Il faudrait maintenant qu'on fasse ce dialogue, on s'entende, et maintenant, si à la suite du dialogue, on trouve des solutions assez intéressantes, on peut mettre entre parenthèses le référendum. Ça, c'est sûr, parce que c'est les Togolais qui auraient décidé de cela. D'accord. Ce qui conforte la posture jusqu'au boutiste du parti au pouvoir, c'est le fait de créer un paradoxe. Le paradoxe, c'est quoi? Nous voulons aller au référendum, au même moment, nous voulons un dialogue pour trouver une réponse à la crise. Et dans ce dialogue, c'est tout ce que nous allons avoir comme recommandation du dialogue qu'on aura versé au référendum, selon le ministre et moi. Maintenant, pour les tenants des 3 articles, c'est eux qui poussent les gens à aller à ce référendum pour pouvoir créer des dommages du côté de la coalition de l'opposition. C'est la première version qui est la bonne. Voilà, si la première version est la bonne, moi je ne conteste pas, parce que le référendum aura plus de légitimité populaire. C'est le peuple qui va aller. Sauf que nos amis ne font rien du gratuit. Ils font toujours pour placer des pions qui les arrangent. Quand vous disiez tout à l'heure de faire une réforme de fond en club, je suis d'accord. Mais ils vont aller toucher des articles qu'il ne faut même pas toucher, qui les arrangent. C'est ça le problème du gouvernement togolais. On doit parler de l'intérêt général, il faut viser l'intérêt général. Pour le mot intérêt général, eux ne voient jamais l'intérêt général. Si ces gens-là voient l'intérêt général, les prophéties qui sortent, ils vont avoir du feu, du sang, les gens ne vont pas foncer dans le mur. Bien, messieurs, merci beaucoup. Nous allons marquer une pause. Sur Taxi FM, l'info roule. Retour en studio pour la seconde partie de Taxi Près de ce mardi avec Fioclou à Danglenou, Acha Ibrahim, Joël Ega et Ambroise Kondjo. Alors pour finir ce débat et amorcer notre sujet, est-ce que vous avez foi en l'avenir, Joël, par rapport à la situation actuelle? Malgré tout ce qui se passe, moi je suis très optimiste. Peut-être on passera et par ce qu'on ne souhaite pas, mais on ira, c'est-à-dire que l'issue ne sera que pour un Togo nouveau, un Togo où on respire mieux, où le mérite est respecté, où on respecte le mérite, où le terrain est défriché pour la vérité, au moins une fois. Certainement, c'est l'épreuve qu'on doit passer pour que vraiment cultiver la vérité. Parce que quand tu revois l'image de l'histoire de notre pays, depuis avant les indépendances, le débat politique a toujours été pris en otage par le mensonge, les coups bas, l'irresponsabilité. C'est ce qui a marqué notre histoire depuis bien avant, bien avant les indépendances. Mais vous ne trouvez pas paradoxal que nous sommes le premier pays à passer au vote? D'abord, notre indépendance l'a obtenu par le vote. Oui, en 58. Voilà, une épreuve démocratique qui était rare à l'Afrique à l'époque. Un vote reconnu par le plus haut sommet mondial. Mais aujourd'hui, c'est nous qui sommes à la traîne en termes d'épanouissement démocratique. Mais pourquoi on en est là aujourd'hui? Mais quand nous faisons une rétrospective, de coups bas, de trahison, c'est un problème surtout culturel. C'est un problème culturel. On s'est toujours accoquiné avec le mensonge, avec la complaisance, avec les coups bas. On n'a jamais eu de grandes ambitions, des ambitions qui vont au-delà de notre petite personne. Et bien c'est ce qui fait qu'on est là. Mais je crois que l'épreuve que nous vivons aujourd'hui, je suis foncièrement optimiste, va nous permettre de déboucher sur un Togo nouveau où on respecte vraiment, on embrasse celui qui dit la vérité, on embrasse celui qui est mieux que soi, et on le laisse gérer et de façon responsable et conséquente les biens publics. Seule la vérité aujourd'hui peut nous sortir de ce carcan-là.
Mais quelle vérité? Il n'y en aura pas il y en a pas en politique? Non, mais il y a la vérité en politique, mais sauf que la politique, vous savez que c'est une question d'intérêt. Les gens, en tout cas les acteurs politiques que nous avons maintenant ne visent que certains intérêts. Et en dehors de ça, il y a aussi certains qui soutiennent que la politique c'est une question de rapport de force, donc les plus forts dominent les plus faibles, et si c'est dans cette situation, ou bien dans ce contexte que nous voyons la politique dans notre pays, moi je me dis que l'avenir est vraiment inquiétant, et en ce sens que actuellement quand vous prenez un peu le pays, vous regardez un peu au point de vue cohésion nationale, ce n'est pas à proprement parler ce que nous aurons souhaité pour notre pays. C'est comme si nous étions retournés dans la situation d'avant 2005. Notre situation est dans une précarité non, très avancée, dans une déconfiture, parce que actuellement, si vous faites un peu, en tout cas, vous jetez un regard synoptique sur la vie de la nation, vous allez voir que c'est plein de divisions. Il n'y a que des frustrations, il n'y a que des récriminations, même des familles qui étaient entre-temps soudées sont divisées aujourd'hui. Et dans certaines villes, il y a même l'apparition de certaines terminologies qui sont vraiment des terminologies à risque pour notre pays, surtout quand on parle de djihadisme. Ah oui. Vous comprenez que c'est des situations vraiment qui ne vont pas, à proprement parler, et nous amener vers une destination assez heureuse. Donc il faudrait tout faire pour taire toutes ces récriminations, taire toutes ces haines, et éviter au maximum que la nation togolaise perde vraiment sa solidarité, perde de sa cohésion, pour que nous puissions dans l'ensemble et dans le pays sauver ce qui a lieu de sauver et aller vers un idéal commun. Parce que si nous restons toujours orgueilleux, campés sur nos positions, parce que nous regardons nos intérêts et nous voudrons œuvrer pour perpétuer peut-être des privilèges ou bien perpétuer des situations qui puissent nous apporter encore plus d'avantages en termes pécuniaires, là vraiment sincèrement nous sommes en train de créer du tort à cette nation. Notre pays a besoin vraiment que ses fils soient unis, que ses fils travaillent main dans la main et qu'il n'y ait pas d'injustice, et que chacun œuvre pour l'intérêt général, et que notre pays aussi puisse se hisser dans le concert des nations respectables, dans le concert des nations démocratiques et respectueuses vraiment des valeurs humaines et surtout des droits de l'homme. Aujourd'hui, il y a un défi que nous devons relever dans notre pays, parce que ce défi, c'est le défi de développement. Pendant que sous d'autres cieux, vous apprenez le budget est à tel milliard, on fait tout pour que l'éducation se porte bien, que la santé aussi se porte bien, on achète des hélicos comme ambulance pour les CHU, on dote les pays en tout cas de plateaux techniques assez performants. Mais le Togo... C'est-à-dire qu'ailleurs on réfléchit développement. Et nous on continue pas à parler ici, politique. Nous parlons de politique, et quelle politique politicienne. Et là c'est dommage. Fiorlou. Oui, je peux... On sortira un jour de ce bourbier? Non, je reconnais qu'aujourd'hui, le tissu social n'est plus celui-là que nous avons aimé. Les Togolais ne se parlent plus. Les Togolais... Non, on se parle difficilement. Ne se parlent même plus. Et difficilement les politiques dans certaines familles, il n'y a même plus de réunion de famille. Dans certaines familles, il n'y a plus de réunions, il n'y a plus de visites. Dans certaines familles, on trouve difficilement de l'argent pour s'acheter du gari, et ce n'est que la politique. Je suis très content que dans le message du 3 janvier, le chef de l'État lui-même ait reconnu tous ces manquements, toutes ces difficultés. Et dans l'une de ces... En même temps, le chef d'État, je voulais aussi faire observer que toutes les fois qu'il prend la parole, il fait beaucoup de constats. Ce constat... Beaucoup estiment qu'il n'y a rien qui suit les constats. Ou qu'il arrive même à oublier qu'il a fait des constats, qu'il va falloir prendre des mesures. Oui. Il est à la tête de l'État. Le problème qu'il a constaté, c'est à lui de trouver les remèdes. Et le conseil que moi je peux lui adresser à ce titre, c'est que ces derniers temps, il a fait des visites de terrain. Oui, bien sûr. Qu'il continue à le faire.
il ne faut plus qu'il ait confiance à ses collaborateurs. Parce que si nous sommes arrivés ici aujourd'hui, c'est grâce le chef de l'État ne peut pas tout le temps être sur le terrain. Oui, il ne peut plus. Pourquoi est-ce que vous lui demandez de ne plus faire confiance à ses collaborateurs? Oui, il y en a qui sont très corrompus. Il ne peut pas faire le travail là. Il y en a qui sont corrompus, qui détournent l'argent du pays. Il faut insister là-dessus. Qui détournent l'argent du pays, qui pillent l'argent du pays. Et là, quand on dit de faire développement, ils détournent l'argent et ce que le chef de l'État demande qu'on fasse sur le terrain, ils ne le font pas. Le chef de l'État doit aller sur le terrain. Laisse-moi terminer. Si nous vivons ce que nous avons aujourd'hui, la rue, c'est que les gens sont contre l'injustice sociale, les gens sont contre l'injustice sociale, les gens sont contre le chômage, la corruption et autres. Il est dans son bureau, tout ce que les ministres font, il n'est pas au courant. Et c'est à travers les presses, sur les médias. Écoute, laisse-moi parler. C'est à travers les... On nous a dit qu'il est le mieux renseigné. Comment est-ce que vous pouvez dire qu'il n'est pas au courant? S'il est au courant pour certaines choses, au moins pour quelques-unes, moi je sais qu'il n'est pas au courant. Le problème, c'est que la fraude se dissimule. Le premier conseil des ministres qu'on a fait la dernière fois, on a instruit les ministres de parler de leur ministère, d'avoir cette solidarité gouvernementale et que chacun sache ce qu'il est en train de faire dans son ministère pour rendre compte. Si il n'y avait pas des observations, des remarques, on ne peut pas en arriver là. Aujourd'hui, depuis l'arrivée de Selom Klassou à la primature, il y a ce qu'on appelle le conseil de cabinet qui se tient tout le temps. Aujourd'hui, nous devons reconnaître que ça ne va pas. Il y a une partie de la population qui est dans la rue, donc il faut revoir la politique de gouverner. D'accord. Il y a vous avez parlé de pot de cabinet ou bien en tout cas de réunion à conseil de cabinet. Oui. Moi je parlais plutôt de pot de cabinet. C'est quoi pot de cabinet? Mais un pot, on se retrouve, on fait toi et on prend de la bière, de la champagne. Non, il ne s'agit pas de ça. Ce que tu me dis, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de conseil de cabinet qui se tient régulièrement. Hein, mais puisqu'on ne voit rien suivre, donc on doit parler de pot de cabinet. Joël et puis Ambroise. Oui, c'est la question de développement, parce que là, ça a été finalement le point sur lequel... Mais mon frère, ça veut dire que si le développement était au point, est-ce qu'on aurait ces millions de Togolais dans les rues? Mais ceux qui sont dans les rues, hein, vous savez, la France est un pays développé. Non. C'est-à-dire que mais c'est en France Français, où il y a plus de manifestations publiques. Non, c'est-à-dire que quand la France... En Europe. La France, elle est quand même la mère de la démocratie. Et la France... Non, c'est-à-dire que la France, quand les Français se mettent dans la rue, c'est pas deux choses comparables. Je n'ai même pas besoin de perdre mes secondes sur ça. Pour demander à manger. C'est mieux que je m'applique sur le cas togolais. Ces jeunes qui sont dans les rues aujourd'hui et qui répondent aux claques du PNP. De la coalition. Oui, de la coalition. Quand vous leur demandez, en fait, pourquoi vous allez dans les rues, la réponse, elle est toute faite. C'est-à-dire qu'elle est simple. Ils n'ont pas d'emploi. Ils ne se voient pas prendre en compte par la fameuse politique de développement à la base dont on parle depuis. Quand on dirait que vous, Joël, vous avez quelque chose de particulier à voir avec... oui, c'est-à-dire que nous avons le chef de l'État. Le chef de l'État. Presque dans vos parutions, vous parlez du sujet. Ça vous tient vraiment à cœur ou c'est un règlement de compte? Attends, pourquoi tu parles de règlement de compte? Est-ce que ce que nous disons est vérifié, oui ou non? Est-ce qu'on a repoussé les frontières de la pauvreté aujourd'hui, depuis 10 ans qu'on a mis en place le programme national de développement? Non, c'est-à-dire que... les milliards que ça engloutit. Oui, mais... Quand l'évidence est là, il faut qu'on le reconnaisse. C'est pas être contre Silemero Tomega Dogbe ou être contre Katanga Mazalo ou être contre qui que ce soit. C'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui les gens ont retrouvé le sourire, contrairement à ce au cliché de la pauvreté qu'on a sorti il y a de cela 10 ans. Non, d'accord. Non, mon frère. Il y a des pauvres aux États-Unis, il y a des pauvres en France. Il y a oui, mais justement, il y a des le président a reconnu, c'est pourquoi il a relevé le montant du FNFI. Ne dévions pas le débat. Justement, si on a relevé le montant du FNFI, mais ça veut dire que le projet a été mal conçu. Bien évidemment. Bien évidemment, bien sûr. Ça veut dire que le projet était mal conçu, mal managé. C'est-à-dire qu'on demande aux gens
de souscrire de souscrire au crédit sans leur apprendre comment mener une activité, comment épargner, comment rembourser. Le montant même était dérisoire. Justement, le montant était dérisoire. Avec 30 000, quand son enfant est malade, il va à l'hôpital, on fait une prescription de 15 000. L'enfant doit manger, il va au marché. Les 30 000, excuse-moi. C'est une urgence. Maintenant, au-delà de ça, malgré que le gouffre était là, on a mis en place un projet, le PAES-SP, oui. Pour employabilité des jeunes, etc. Mais qu'est-ce qui a été fait, comment ça a été conduit? Et les jeunes sont aujourd'hui, on organise chaque fois les jeudis JOS qui sont organisés au Blue Zone. Mais chaque fois, vous voyez, on dit, on est sur le terrain, les gens organisent des balayages, on leur donne 1500, 2000 et autres là. Est-ce que c'est ça la réponse à la pauvreté? C'est ça la réponse à la pauvreté? À qui on remet cet argent-là? Mais quand tout ce qu'on construit, bâtiments scolaires et autres là, mais aujourd'hui, est-ce qu'on a répondu au taux d'accès à l'école? Est-ce que vraiment, ça veut dire que c'est vraiment... Il y a du boulot. Non, mais ça veut dire qu'il y a un manque de sérieux criard. Et moi, je dis, quelque part, je dois reprendre au chef d'État parce que voilà un ministère qui devait être normalement éclaté. Soit on fait du développement là-bas, on ne fait que du développement à la base, on n'associe pas emploi des jeunes, artisanat, tout. C'est vrai que je sais que le chef d'État a un problème de confiance. C'est-à-dire que tu remets ça à d'autres, c'est des rapaces, ils seront pires, ils vont faire pire. Non, c'est clair. C'est clair. Non, mon frère, allons-y. Donc moi je dis, aujourd'hui, mais si on a pris ce modèle, le développement a été copié du Rwanda, mais comment se fait-il que Kagame le réussit et nous en 10 ans on l'a pas réussi? Mais ça veut dire que soit celui qu'on a mis là a des problèmes, soit nous-mêmes on a mal contrôlé, et soit ceux avec qui ils travaillent sont plus dangereux même que celui qui est au sommet. Et donc il faut aujourd'hui s'asseoir pour auditer carrément la politique de développement à la base, auditer la politique de l'employabilité des jeunes pour voir mais comment ça a été fait. Ça ne sert à rien de payer des millions ou carrément on racle tout, on amène. Ça veut dire que ne peut bien apporter des réponses au problème de la pauvreté que celui qui a vécu la pauvreté. Non, c'est clair. Que celui qui a vécu dans la marque, ou celui qui a eu... La Banque mondiale finance la lutte contre la pauvreté, mais bon, ceux qui sont là-bas, c'est pas évident qu'ils ont... Non, les directeurs de projet, c'est tout l'institution. Non, mais ça veut dire que Eric, c'est sérieux. Comme Bago l'a dit, nos États africains, nos États... Comment est-ce qu'on recense ces gens-là? Tu veux qu'on parle des la base du CV. Excusez-moi. Il faut avoir suivi la pauvreté. Non, pas du tout. On a suivi au moins un cursus assez impressionnant. Non, Eric, soyons sincères. Tu veux qu'on parle des problèmes du Togo? Tu veux qu'on parle des problèmes du Togo ou bien tu veux qu'on se perde dans des comparaisons, diversives? On va avancer maintenant. Je donne aussi la parole à Ambroise Pondios sur cette question de développement. Parce qu'aujourd'hui, la politique ou les politiques ont occupé les esprits au point où on a oublié l'essentiel. Oui, le développement. Parce qu'ailleurs, des gens parlent de développement au Togo depuis des années, depuis 25 ans, 26 ans, on parle que de la politique. Et finalement, il n'y a même pas de l'alternance. Tout cela, quand vous voyez le cinéma, vous comprendrez que les scénaristes sont nombreux, sauf qu'il y a un seul réalisateur. Et ce réalisateur est en même temps directeur de cabinet, et en même temps ministre de quoi. Et elle gouverne tout. C'est tout un empire qu'elle gouverne. Parce que quand on vous chiffre les fonds qu'elle a eu à avoir à gérer, je me dis que peut-être c'est une confiance qu'elle a eu à avoir auprès du chef de l'État. Sauf que le management qui est fait par rapport à ça, il y a trop de charges sur la dame là. Soit vous la déchargez. Non, on a commencé par la décharger vous la responsabilisez. Non, les décharges peuvent venir d'où? Soit c'est une mauvaise passe, c'est parce qu'il a mal géré les choses, qu'on la décharge, ou soit les choses, ils ont constaté que les choses sont nombreuses sur la tête, qu'elle n'arrive pas à voir les choses. Donc c'est deux choses qui peuvent poser comme problème. Donc aujourd'hui, on ne peut pas être directrice de cabinet, qui est une lourde responsabilité à la présidence. Parce que si je me vois seulement le chiffre que dépense la présidence par mois, je me dis que c'est une lourde responsabilité qui est là-bas. Et au même moment, être ministre de développement à la base avec beaucoup de chapeaux. Donc ça, là, il y a les directeurs qui sont là. Hein. Oui, les directeurs sont là, mais il y a un tout puissant. Et elle est toujours la toute puissante là qui est là-bas. Moi, je n'ai rien contre elle. Je sais qu'elle est dynamique.
Mais le dynamisme ne voudra pas dire qu'on fait bien aussi. On peut se tromper. Donc aujourd'hui, parce qu'elle est là, ça fait 10 ans, hein, elle est pratiquement là, ça fait 9 ou 8, 9 au gouvernement. Donc, depuis le départ de Pascal Bodian. Depuis 2007, je crois. Depuis 2008. 2008, donc ça fait 10 ans. Donc d'abord, c'est trop pour un ministre. Parce que si vous voulez évaluer le travail d'un ministre, ce n'est pas le fait de rester longtemps à un poste. En France, vous allez remarquer, en France, ou dans des pays civilisés ou développés, la personne fait 3 ans et on l'élague. La personne peut beaucoup travailler plus que Dieu lui-même. Allez, vous partez. Le risque, c'est que, j'allais même proposer cela, dire cela, que les postes les plus sensibles, il faut à chaque fois 3 ans changer les gens. Parce que le plus de laisser la personne rentrer là-bas, elle rentre dans les ramifications, on devient maintenant une mafia et on prend tout. Je prends les postes les commissaires qui sont les directeurs de services de renseignement, tout ça là. Quand ils sont là, la corruption gagne rapidement la chaîne. La personne est là, elle a poussé des tentacules et c'est fini. C'est la corruption qui s'installe. Non, il y a des hommes intègres quand même. N'allons pas dire que c'est. Non, ce ne sont pas les patrons souvent qui sont dedans. Quand vous laissez une personne, la preuve a démontré qu'une personne fait trop longtemps au poste, il y a la corruption qui s'installe. Bien, monsieur. Donc je vois que la dame, même si elle est compétente à travailler, d'abord la décharger et ensuite, on ne sait pas si ce qu'elle fait, il y a de bons résultats. Parce qu'il y a encore des milliers de pauvres dans le pays. Merci beaucoup, Ambroise. Hier, j'ai interrogé les confrères qui étaient sur le plateau sur la réaction ou la sortie de Donald Trump la semaine dernière sur cette histoire de pays de merde, en qualifiant les Africains ou certains pays d'Afrique, Haïti et Salvador. Quel est votre avis là-dessus? Vous pensez qu'il a été dur à l'égard des pays africains où il n'a dit que la vérité? Moi, je pense que Trump a dit la vérité. Ah bon? Il a dit la vérité en ce sens que si nos gouvernants étaient bien sûr responsables de l'avenir de leur peuple, on n'aura pas ces migrants qui se font tuer par la mer en Libye. S'il y avait du travail, s'il y avait le bien-être chez soi, on ne peut pas quitter son pays pour une quelconque aventure. C'est ça. C'est pourquoi moi je dis ce qu'il a dit est bien. Acha. Bon, mais il faut dire que Donald Trump, depuis qu'il est arrivé, nous a habitués avec le coup de gueule. Parfois, ça frise un peu, disons, en tout cas, je ne vais pas lâcher le mot parce que c'est un chef d'État que je respecte. Je préfère taire ce mot. D'accord, c'est mieux. Oui. Et dire en même temps que Donald Trump, en le disant par rapport au continent africain, c'est parce qu'il a remarqué que tout est sens dessus, parce que les Africains sont prêts à s'entretuer, les Africains sont prêts à comploter contre leur propre pays, les Africains sont prêts à, en tout cas, s'accrocher au pouvoir éternellement, à faire près de 20 ans, 40 ans au pouvoir sans que cela ne meuve personne. Et ils sont prêts même à exceller même dans la médiocrité et passer par tous les moments. Au lieu d'aller acheter du scanner, au lieu d'aller acheter ce qui peut sauver l'humanité, ce qui peut sauver, alléger la souffrance de leurs concitoyens, ils préfèrent aller acheter des armes. Passer des commandes vraiment à des sommes assez astronomiques pour acquérir des armes. Vous savez, quand on achète les armes, c'est pourquoi? C'est pour tuer. Oui. Et donc, on trouve vraiment cela absurde et ça ne peut être que des gens de la merde qui puissent se comporter là-dessus. Ah, donc, Donald Trump, pour vous, a bien dit. Non, il a bien dit, parce que nous avons des Africains qui vraiment. On ne comprend pas. On dirait que c'est quand même. Non, ce ne sont pas des insultes, c'est une remise en cause et ça nous appelle à revoir un peu nos logiciels, c'est tout. Joël. Permettez-moi de sourire un peu sur cette expression nos logiciels. Vous riez presque. Voilà. Non, Eric, tu sais très bien, moi je suis un pro-Trump. Je suis un pro-Trump. Ah, ça je ne savais pas. Ah, mais tu l'as oublié. Parce que j'étais dans notre corporation, l'un des rares qui avions dit que Trump va remporter les élections. On n'a pas cru. Voilà. Trump va remporter les élections. Nous l'avons même publié. Et je suis en phase avec la politique de responsabilité de Trump. La politique de vérité, de sincérité, de responsabilité de Trump. Parce que moi-même, c'est ma religion. C'est-à-dire que, quelle que soit la vérité, il y a un proverbe chez nous qui dit la vérité rend les yeux rouges. Ça rougit les yeux, mais ça ne les crève pas. Ça ne les crève pas. Et donc, je pense que l'archevêque métropolitain de Lomé, Monseigneur Amous Diapa aussi,
une façon un peu spéciale de parler de la vérité, Ouais, en oui. disant qu'elle n'est pas neutre. Paradoxalement, on est de la même localité. Ah, d'accord. Très bien, allez-y. Donc moi je dis bravo à Trump, bravo. On a besoin de ces vérités-là. Je pense qu'il faut que la France même nous dise. C'est en cela que j'applaudis le Front National français. C'est-à-dire que au moins voilà des gens qui ont le courage de nous dire qu'ils ne nous aiment pas. Ils disent, ils ne vous portent pas dans leur cœur. Au moins tu sais à qui tu as affaire, plutôt que de jouer au complaisant. Et je voudrais juste dire que nous avons une mentalité de merde. Alors quand on nous qualifie de pays de merde, et ce n'est que ce que nous méritons, quitte à nous maintenant de rebondir et de faire comme Wole Soyinka l'a dit. Et il ne faut pas que nous créions notre certitude, mais il faut que nous manifestons notre certitude. Il faut qu'on ait un rebond d'orgueil et pour montrer que, parce que hier, c'est-à-dire comprendre la chose autrement, ne pas le prendre comme une insulte, effectivement, mais comme des moi, moi, ça veut dire que j'ai trouvé très paradoxal quand en 2002-2003, je crois, Sarkozy à l'université Cheikh Anta Diop disait que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire. N'est pas rentrée dans l'histoire. Bon, c'est vrai que c'est des aberrations parce que l'histoire commençait plutôt par l'Afrique. Mais quand il dit que nous n'évoluons pas, c'est la même répétition. L'Africain, le paysan africain vient s'asseoir à sa porte pour voir le soleil. Quand est-ce que le soleil va lever? Quand est-ce qu'il va pleuvoir? Mais le comble, après 60 ans d'indépendance, nos ministres nous disent aujourd'hui que l'agriculture n'a pas été productive parce que du fait des aléas du fait des aléas climatiques, du fait de la pluviométrie. Aujourd'hui, des cadres qu'on envoie à l'extérieur aller apprendre, ils viennent nous servir ça. Mais vous voulez qu'on qualifie ça de quoi? De merde. Bien. C'est de la merde. Donc je pense qu'il faut que il faut qu'on rebondisse et que nous retrouvions l'orgueil que nous avions hier avec l'ancienne Égypte. D'accord, très Voilà. bien. Ah, je ne savais pas que vous étiez aussi égyptologue. Moi, Ambroise. Je suis plus égyptologue. Donc moi je pense que d'abord, moi je l'ai dit dans l'autre débat quand il avait reconnu Jérusalem qu'il a fallu un fou pour entériner ce que les gens ont déjà fait, que les autres chefs d'État n'ont pas eu à faire depuis 1995 que le Congrès a acté cette décision. Maintenant, quand il parle de merde, mais c'est la figure que présentent nos chefs d'État, nos gouvernants, qui fait que tout le monde... Quoi, vous le voyez directement au niveau des chefs d'État? Non, c'est le chef d'État. Mais Trump peut être raciste à l'endroit d'un peuple africain ou des Noirs. Mais au demeurant, il s'adresse plus aux gouvernants qui se laissent aller. C'est en cela que je félicite le Sénégal pour ses prises de position dans certains dires de... Parce que Trump ne fera pas plus de 4 ans. Ça y est, croyez-moi, qu'il ne fera pas plus de 4 ans. Un mandat. Et comment? Il est venu juste pour une mission, il va le faire, il va partir. Mais ce qui est sûr, c'est que certains chefs d'État ne lui feront pas cadeau. Il peut beau être la plus puissante, la première puissance au monde. Parce que la première puissance au monde aussi a besoin d'un autre. Vous savez pourquoi j'aime beaucoup la Corée du Nord à un certain moment? Parce que ce monde doit être équilibré. Il ne faut pas laisser le monde dans la main des fous. Parce que le fou peut agir, mais il peut même vous détruire. Quand vous le laissez trop agir. Sauf que là-bas, c'est un fou aussi là-bas, en Corée du Nord. Il faut plusieurs fous pour pouvoir se contrôler. L'équilibre de la terreur. Oui. Parce que quand la Corée du Nord est entrée en langue avec la Corée du Sud, Trump s'est rangé. Les États-Unis sont rangés. C'est ça. C'est ça même. Qui a besoin d'avoir des fous aussi? Il faut qu'il y ait un autre fou aussi en Afrique pour larguer ces messieurs-là qui pensent qu'ils sont au-dessus de tout le monde. Donc je crois que fondamentalement, le monsieur n'a fait que dire ce que les Africains reprochent à leurs dirigeants. Puis c'est ça, il y a des dirigeants c'est des dirigeants. C'est des gens qui sont là. Il y a eu un paradoxe quand même dans plusieurs pays africains. Les opposants au parti au pouvoir sont indignés finalement de la réaction c'est une adresse au peuple africain. D'accord, parce qu'on peut dire que Trump est raciste, ça on ne le cache pas. D'abord, il est ultra-conservateur et il est de l'extrême droite. Non. Il a dit qu'il n'est pas raciste. Il y a les Ku Klux Klan là-bas aux États-Unis. Oui, c'est lui. Oui. Donc, il est de l'extrême droite. Il ne faut pas faire ce débat. Il s'adresse aux dirigeants qui se laissent, c'est-à-dire que c'est des butosards qui sont là et qui n'ont rien à vendre aux Européens, mais ils se font croire, ils dominent leur peuple au profit de l'intérêt occidentaux. C'est ce que Trump veut reprocher à ces gens-là. Sur la carte même des priorités de Trump, il n'y a pas l'Afrique. Vous ne vous étonnez pas. C'est à cause il n'a pas été élu pour l'Afrique quand même. Oui, il n'a pas été élu, mais d'autres pays africains qui ont des intérêts
font les clins d'œil aux pays africains. Ils ne le font parce que les dirigeants, voyez comment le président congolais est allé se ridiculiser aux États-Unis. Vous faites ça, vous voulez que les gens ne vous appellent pas des pays de merde. Quand on parle de pays là, c'est les dirigeants qui l'insultent. Bien, d'accord. Messieurs, merci beaucoup. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à Ambroise Pondio, le patron du journal des Guardians. Joël Lega, le patron du journal La Fraternité. Demain dans les kiosques? Bien sûr. Parfait. On vous aura au téléphone dans Taxi Media Show avec plaisir. Merci beaucoup à Acha Ibrahim, le patron du journal Temps Nouveau, et Fiokoulou à Danglenou, le patron du journal L'Enquêteur. Merci de nous avoir suivis. Merci à Sébastien Pelli, qui a été notre réalisateur ce midi. Appelez-moi Eric Gatton. Demain, si tout marche bien, on se verra à l'antenne avec plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Taxi FM, la seule radio d'information continue.